Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre leçon porte sur l'étude de texte, en d'autres termes, les questions de compréhension. Vous voyez maintenant sur votre écran s'afficher le plan de toutes les séances, de toutes les leçons. Seulement aujourd'hui, ce que vous voyez là souligné, c'est le point sur lequel on va travailler, c'est-à-dire comprendre une consigne ou ce qu'on appelle communément une question. Les deux autres points, on va vous apprendre également à structurer les éléments de réponse et à rédiger la réponse. Ce sont des points très importants. Seulement, ils feront l'objet d'autres leçons. Pour le moment, on va voir uniquement la première partie, c'est-à-dire les moyens qui me permettent de comprendre une consigne. D'ailleurs, il est tout à fait logique de commencer par comprendre une consigne avant de répondre à une question. Pour le moment, vous voyez également s'afficher sur votre écran le plan même de la leçon. On verra ensemble le genre de difficultés que vous pouvez rencontrer, qu'un élève pourrait rencontrer éventuellement. La tournure interrogative, c'est vrai qu'elle pourrait poser problème. On pourrait également rencontrer d'autres difficultés du genre les mots-clés de la consigne, on verra un tout petit peu de plus près après ce que cela signifie, et également, il arrive parfois qu'on rate une question parce qu'on n'a pas fait attention aux tâches qu'il faudrait effectuer. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons un tout petit peu et rapidement comment pourrait être formulée une question. Si je prends par exemple la première question, pourquoi le narrateur est-il arrivé en retard? Généralement, nos élèves n'ont pas beaucoup de difficultés à répondre à ce genre de questions. Quand on leur dit pourquoi, c'est qu'ils savent qu'on attend d'eux la cause. Ils répondent généralement rapidement, le narrateur est arrivé en retard parce que, bon, peu importe la raison, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les réponses, mais comment peut être formulée une question et ce qu'il faudrait faire. Bien. Seulement, il y a un petit problème. Lorsque on leur pose la question d'une autre manière, imaginons un tout petit peu qu'on pourrait vous demander quelles sont les raisons pour lesquelles le narrateur est arrivé en retard, ou bien quelles sont les raisons, ou bien à quoi est dû. Là, on se rend compte que parfois, nos élèves ont tendance à reprendre les termes de la question. Alors, qu'est-ce qu'on obtient parfois comme réponse? Les raisons pour lesquelles le narrateur est arrivé en retard sont. Et là, vous remarquez qu'il y a une coupure, une rupture dans la phrase, et c'est automatiquement une phrase incorrecte. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait se dire? Il faudrait se dire que si on me pose la question « pourquoi ?» ou bien si on me dit « quelles sont les raisons ?» ou bien « pour quelles raisons ?» ou bien « à quoi est dû ?» en réalité, on vous demande la même chose, c'est-à-dire dégager la cause. Alors, répondez le plus simplement du monde, il est arrivé en retard parce que, et évitez de reprendre les termes de la question. C'est ce que je viens de dire maintenant pour le pourquoi est valable également pour la question suivante, quand se passe l'action? Généralement, un élève se débrouille bien. Quand, c'est qu'on lui pose des questions sur le moment. Mais à l'instant où on change, par exemple, la formulation, à quel moment? Là, il éprouve, certains bien sûr, éprouvent des difficultés et cela donne des phrases du genre « le moment où l'action s'est passée est ». Et là, encore une fois, il y a une phrase, il construit une phrase incorrecte. Alors, évitez, je le répéterai encore, évitez de reprendre les termes de la question, comprenez le sens. Qu'on me dise quand ou qu'on me dise à quel moment, c'est toujours le moment. Cela est également valable donc pour la question que vous voyez là, où se passe l'action. Donc je sais que le où, quand on me pose cette question avec où, c'est qu'on me demande de préciser le lieu. Alors on pourrait également me le dire d'une autre manière, à quel endroit? Alors ce n'est pas la peine de reprendre l'endroit où l'action s'est passée, parce que ça va vous amener à dire et il y a une coupure. Bien. Une autre question, si on vous demande par exemple, comment les gens se comportent-ils à son égard?
la question qui commence par comment, donc on vous demande la manière. Vous allez imaginer le genre de réponse. Les gens se comportent gentiment à son égard. Un exemple, hein. On pourrait remplacer comment et formuler d'une autre manière et dire de quelle façon ou bien de quelle manière. Ce n'est pas la peine de dire la façon selon laquelle les gens se comportent à son égard et vous voyez que vous tombez toujours dans la même erreur. C'est valable également pour la question suivante. De combien de parties ce poème est-il constitué? On pourrait vous la dire d'une autre manière. Quelles sont les parties qui constituent ce poème? Ou bien combien de parties remarquez-vous dans ce poème? Ce n'est pas la peine de dire les parties de ce poème sont. Voilà. Bien, pour le moment, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce bref aperçu? Évitez généralement de reprendre les termes de la question, comprenez le sens. Qu'on me dise pourquoi, ou qu'on me dise pour quelle raison, qu'on me dise, par exemple, comment ou de quelle façon, comprenez le sens. Il s'agit de la cause ou bien de la manière, et je ne suis pas obligée de reprendre les termes de la question. Maintenant, dans la partie qui va suivre, on va entrer carrément dans le vif du sujet et voir un peu comment se débrouiller pour répondre à comprendre une question de compréhension. C'est vrai qu'il arrive parfois que nos élèves comprennent un texte, mais butent contre une question qu'ils ne comprennent pas. Alors, les moyens existent, et ces moyens-là, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Une petite précision, toutes les questions que vous allez voir défiler sur votre écran, tous les exemples ont été choisis dans le manuel de 4e année, section scientifique. Mais au fond, il faut se dire que cette leçon-là, comme elle porte sur les moyens qui me permettent de franchir certaines difficultés, au fond, cette leçon est valable pour n'importe quel élève qui a des difficultés à comprendre une question. Alors, on va commencer par la première question. Quel effet la réponse de la fillette a-t-elle sur le jeune adolescent? C'est vrai que la tournure interrogative avec cette inversion pourrait constituer, je dis bien pourrait constituer une difficulté pour certains élèves. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle me paraisse claire? Il y a un moyen. Il faut se dire que je vais transformer l'interrogation directe en phrase déclarative et ce n'est qu'ensuite que je poserai la question. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, la réponse de la fillette a sur le jeune adolescent un effet. Voilà, peut-être que, voilà, je viens de la transformer en phrase déclarative. Il se peut que l'information à ce moment-là soit plus claire. Et ce n'est qu'ensuite que je pose ma question. Donc, je répète, la réponse de la fillette a un effet sur le jeune adolescent, lequel? Et d'ailleurs, on a souligné, vous le voyez, on a souligné quel effet. Donc, la question porte sur ça. Si je vois par exemple la deuxième, sur quoi portent toutes les questions de Juliette? Là, vous remarquez que la question porte sur le sur quoi. Si la question ne me paraît pas claire, donc, qu'est-ce que je fais? Je la transforme en phrase déclarative et ce n'est qu'ensuite que je poserai ma question. Donc, sur quoi portent toutes les questions de Juliette? La question, elle porte déjà sur le sur quoi, mais comment le dire autrement? Donc, je me dis, toutes les questions de Juliette portent sur quelque chose. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le quoi, parce que c'est donc bien quelque chose. Parce que si c'était une personne, vous auriez sur qui portent toutes les questions de Juliette. Donc, vous retenez que c'est toujours ce moyen-là, peut-être, qui pourrait faciliter et clarifier une interrogation directe. Les exemples que je viens de vous donner, que vous venez de voir, vous paraîtront peut-être très simples, et c'est vrai, ils le sont, c'est des questions très faciles. Mais si je vous donne celle-là, en quoi le dernier vers est-il important par rapport à l'ensemble du poème?
C'est vrai qu'il est très très difficile peut-être de reformuler plutôt le « en quoi ». Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Alors je commence encore une fois par transformer mon interrogative directe en phrase déclarative. Alors je me dis, le dernier vers est important par rapport à l'ensemble du poème. Bon, jusque-là, ça va. Et la question que je vais poser, c'est en quoi? Oui, mais il faudrait le reformuler maintenant, lui donner un sens plus clair. Donc, il y a quelque chose, voilà ce que je me dis, il y a quelque chose dans le dernier vers qui fait qu'il est important par rapport à l'ensemble du poème. Donc, on me demande de le montrer et de montrer finalement ce qu'il a de particulier qui fait qu'il est important par rapport à l'ensemble du poème. Voilà. Donc, toutes les questions que vous venez de voir et les exemples donc, que vous venez de voir, voyez un tout petit peu ce qu'il faudrait retenir. Je me dis, si la question ne me paraît pas claire, qu'est-ce que je devrais faire? Je commencerai par transformer les interrogatifs directs en phrases déclaratives et ce n'est qu'ensuite que je pose la question. Voilà un moyen qui vous permettra, on l'espère, qui vous permettra donc de franchir cette première difficulté. Bien, nous passons maintenant à une autre difficulté, un autre genre de difficulté. Vous voyez là, affiché sur votre écran, comprendre les mots-clés de la consigne. Qu'est-ce qu'on entend par mots-clés? Ce sont les mots importants. C'est vrai qu'il arrive parfois que la question soit, disons, la formulation, je dirais, plus ou moins claire, mais il se peut que la phrase comporte un terme important et sur lequel repose toute la question. Et si je ne comprends pas ce mot-là, comment faire pour répondre à la question? Alors, on va voir également plusieurs exemples. Et d'ailleurs, à travers tous ces exemples-là, on a essayé de faire le tour de tous les mots qui reviennent souvent dans les questions. En principe, si on fait attention, si on retient le sens, en principe, on arrive finalement à se débrouiller. Prenons la première question. Si on vous demande de relever les termes dépréciatifs, ou bien on peut vous demander de relever les termes péjoratifs. Là, je vous laisse le temps de deviner quel est le mot clé dans la consigne. Je sais ce que signifie relever, je sais ce qu'on me demande donc, les termes, d'accord, mais arriver à dépréciatif ou bien péjoratif, là, je risque de buter contre cette question. Je vais relever, d'accord, des mots, c'est ce qu'on me demande de relever, mais lesquels? On me demande dépréciatif ou péjoratif. Donc vous comprenez bien que dépréciatif et péjoratif, ce sont bien les mots-clés de la consigne. Et si je ne comprends pas ces mots-là, eh bien, quel terme vais-je relever dans mon texte? En principe, on évite d'employer le terme négatif. On évite de dire relever les termes négatifs. On préfère employer, et c'est le terme qui revient souvent, relever les termes dépréciatifs ou les termes péjoratifs. Disons que, pour simplifier les choses, disons que voilà deux mots synonymes. Bien, voilà un premier point. Qu'est-ce qu'on entend par terme dépréciatif ou péjoratif? Pensez un peu au sens négatif. Imaginez si on vous décrit un endroit et qu'on vous dise, par exemple, cet endroit est froid, isolé, lugubre, triste. Là, je vois bien que ce sont des termes dépréciatifs ou bien ce qu'on appelle les termes péjoratifs. Et si maintenant on me demande de relever les termes appréciatifs ou mélioratifs, là, pareil, vous pouvez deviner le mot-clé de la consigne. Que signifie appréciatif et que signifie mélioratif? C'est vrai que pour certains qui ont, disons, une petite aisance en français, ils arriveront à faire le lien entre le verbe apprécier et cet adjectif-là, appréciatif. Quand on dit apprécier, c'est aimer bien. Donc vous voyez dans quelle orientation on va. Donc appréciatif, c'est des termes qui, pour éviter encore une fois de dire positif, on vous emploie l'un de ces termes-là. Alors imaginez maintenant un endroit gai, un endroit lumineux,
chaleureux. Et là, vous comprenez qu'on va dans le sens des termes appréciatifs. Prenons cette question. Si on vous demande quelle idée l'auteur réfute-t-il dans ce texte? Alors, quelle idée? Ça veut dire que, tiens, pour revenir un peu en arrière, on se dit, je vais la transformer en phrase déclarative. L'auteur réfute dans ce texte une idée. Laquelle? Oui, mais ce n'est pas le mot « idée » qui me pose problème, c'est le verbe « réfuter ». Que signifie réfuter? Si je ne comprends pas ce mot-là, je ne pourrai pas répondre à la question. Donc vous comprenez bien que c'est le verbe « réfuter » qui est le mot clé. Que signifie ce verbe-là? Tout simplement, il rejette, il écarte une idée, parce qu'en principe, on a deux sortes de verbes. Soit on vous dit il réfute une idée, ou bien il développe une idée. Mais là, quand il la réfute, ça veut dire qu'il écarte cette idée. Et bien entendu, il apportera des arguments pour montrer, je dirais, le non fondé de cette idée. Voilà, pour ce verbe-là. Si, maintenant, la suite d'ailleurs de la leçon, si on vous pose cette question, quelle est la valeur du conditionnel dans le deuxième paragraphe? Donc conditionnel, je sais très bien que c'est à mode, on précise que c'est dans le deuxième paragraphe, et j'attire votre attention sur le singulier, quelle est la valeur du conditionnel, que signifie valeur? Là, vous pensez bien que c'est ça le mot-clé de la question. Qu'est-ce qu'on veut dire par valeur? Vous avez déjà appris en grammaire les différentes valeurs d'un mode. On peut vous dire que ce mode-là sert à exprimer l'incertitude. Il sert à exprimer, par exemple, l'ordre atténué. Donc, vous connaissez les différentes valeurs d'un mode. En principe, on vous l'apprend. Et là, on me demande de préciser la valeur. Ça veut dire que dans le deuxième paragraphe, il y a une valeur parmi toutes les valeurs de ce mode-là. Et je dois préciser laquelle. Imaginons maintenant qu'on vous pose cette question. En quoi les métaphores et les comparaisons du dernier paragraphe illustrent-elles l'ampleur du drame? Là, vous remarquez que dans cette question, on a encore employé l'expression « en quoi ». Là, c'est vrai que ça pourrait poser un problème de compréhension. Je n'oublie pas que j'ai un moyen pour la clarifier. Les métaphores et les comparaisons du dernier paragraphe illustrent l'ampleur du drame. Donc ce que j'ai fait, j'ai transformé en phrase déclarative. Et maintenant, je peux poser la question. En quoi? Mais il faut le reformuler. Donc je dois montrer que les métaphores et les comparaisons illustrent l'ampleur et je vais montrer comment. Donc je vais expliquer. Bien. Mais quel est le mot-clé? Il y a un terme qui pourrait constituer un obstacle. Et là, vous le voyez sur votre écran souligné. En quoi les métaphores et les comparaisons du dernier paragraphe illustrent-elles? Qu'est-ce qu'on veut dire par illustrer? Vous savez, c'est un verbe que vous rencontrez souvent dans les essais. Quand on vous pose le sujet, puis on vous demande illustrer votre avis par des exemples et des arguments précis. Illustrer. Donc là, ces exemples et ces arguments vont consolider encore plus, apporter un peu plus de force à votre argument. Et là, c'est un peu ce qu'on vous demande. Donc les métaphores et les comparaisons illustrent l'ampleur. Elles sont là pour, je dirais, apporter un plus et montrer un peu plus l'ampleur du drame. Voilà donc pour ce verbe-là, le verbe illustrer qu'on rencontre souvent d'ailleurs. Bien. Voilà une question, cette fois-ci, un peu plus, je dirais, un peu plus difficile. Et il est vrai que, si ça peut vous rassurer, c'est le genre de question qu'on ne pose pas souvent, mais attention, qu'on ne posera pas peut-être dans un devoir, parce qu'il est vrai qu'elle est un peu complexe, mais elle a été d'ailleurs relevée dans le manuel de 4e année. Imaginez en classe maintenant que votre professeur vous pose cette question. On me demande, qu'est-ce qui confère à ce poème une portée générale? Là, vous pouvez voir les termes employés, quels sont ceux qui pourraient constituer une difficulté, et d'ailleurs constituer une difficulté parce que ce sont les mots-clés de la question.
Cette fois-ci, il y a deux choses. Il y a le verbe, qu'est-ce qui confère à ce poème, et en plus on me dit une portée générale. Si je la simplifie, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui donne à ce poème une portée générale, c'est-à-dire un sens général? Je lis dans le texte, il se peut que dans le texte, l'auteur ait employé le pronom indéfini, on. Il se peut qu'il ait employé également le présent de vérité générale, et c'est ce qui fait que le texte prend cette, je dirais, cette valeur générale. Alors, au lieu de vous dire valeur générale ou dimension générale, on pourrait vous dire portée générale. Et le verbe conférer, c'est vrai qu'il est employé. Qu'est-ce qui confère à ce poème une portée générale? Qu'est-ce qui donne à ce poème une portée générale? Si vous lisez une question comme celle que vous voyez affichée sur l'écran, que connotent les termes feuille verte, jardin et printemps? Voilà un verbe qu'on emploie souvent dans les questions de compréhension. Quel est donc, là vous devinez, le verbe important, c'est le verbe connoter. Que signifie le verbe connoter? Eh bien, c'est aussi un mot clé. Si je ne comprends pas le sens du verbe connoter, eh bien, je ne pourrai pas répondre à la question, ou bien je pourrais répondre à la question, mais je pourrais répondre mal. Que signifie connoter? Dans la connotation, il y a le sens. Donc, on me demande de préciser le sens. Le sens de quel mot? De feuille verte, de jardin et de printemps. Oui, mais il faut s'interroger là. Quel sens? Parce que si on me demande le sens premier, je vais parler de feuilles vertes, c'est les feuilles d'un arbre. Je vais parler des jardins, je vais expliquer ce que c'est qu'un jardin. Je vais dire que le printemps est une saison. Eh bien, je répondrai mal à la question, tout simplement. Parce que quand on vous demande le sens connotatif, la connotation ou le verbe que connotent les termes, c'est bien le sens, mais pas le sens premier. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si vous avez lu le très beau poème de Victor Hugo, Hermina, le jeune adolescent qui parle de l'adolescence, mais au lieu de dire adolescence, il parle en termes de feuilles vertes, de jardin et de printemps, cet éveil à la vie. Donc, ce n'est pas le sens premier qu'on vous demande, mais un autre sens, proche de ce qu'on appelle le sens figuré. Mais là, c'est un peu ce que symbolise feuille verte, ce que symbolise jardin et ce que symbolise printemps. Donc, ne l'oubliez pas, quand on parle de connotation, il s'agit bien d'un sens, mais ce n'est pas le sens premier. Vous pouvez rater ce genre de réponse parce qu'on va directement vers le sens premier. Bien. Maintenant, si on me demande de dégager la structure du texte, la structure, qu'est-ce que ça veut dire structure? Voilà un autre mot-clé. Il est vrai que, c'est un terme qui revient souvent, dégager la structure. Que signifie ce mot-là? Si on me dit structure, cela signifie organisation. Qui dit organisation dit plan. Qui dit plan dit partie. Donc on me demande de dégager les parties du texte avec un petit quelque chose quand même en plus. La structure, ce sont les parties du texte que vous devez préciser, mais également introduire quand même un petit résumé du contenu de chaque partie. Ce serait, disons, un peu plus complexe que délimiter ou dites combien de parties vous distinguez dans le texte. Mais là, quand on parle de structure, on parle carrément d'organisation, de plan, donc de parties. Et c'est une des questions qui revient souvent. Si on vous pose cette question maintenant, en quoi, et je retrouve ce « en quoi » de nouveau. En quoi la caractérisation des condamnés révèle-t-elle les sentiments de l'hôtesse? Donc la caractérisation des condamnés révèle les sentiments de l'hôtesse. En quoi? Donc vous voyez que je reviens un tout petit peu à ce qu'on a vu au tout début. Je transforme en phrase déclarative et ce n'est qu'après que je pose la question. Et je vais reformuler le « en quoi ». Donc je vais montrer un peu comment. Mais maintenant, vous pouvez peut-être deviner le mot-clé. Quel est le mot-clé dans cette question? Et c'est bien le mot caractérisation.
Comment le comprendre? D'ailleurs, dans le manuel de 4e année des sections scientifiques, vous avez toute une leçon sur la caractérisation. Qu'est-ce qui caractérise tel et tel personnage? Donc, je vais penser un peu à la description. Comment me présente-t-on, par exemple, les condamnés? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qui les caractérise? Donc, là, retenez que quand on parle de caractérisation, donc c'est qu'on va dans le sens de la description et montrer un peu ce qui fait leur particularité. Voilà donc pour cette question. Si on me demande maintenant, analysez le comportement du narrateur à la fin du texte. Que traduit ce comportement? Voilà un autre verbe, un autre mot clé. Que signifie traduire? Comment je vais faire? Que traduit ce comportement? Je vais transformer cette interrogative en phrase déclarative. Donc ce comportement, c'est le comportement du narrateur, bien sûr. Ce comportement traduit quelque chose. Quoi? Oui, mais que signifie traduire? C'est-à-dire, on me demande de préciser ce que je dois comprendre à travers le comportement du personnage. Qu'est-ce qu'il exprime à travers cela? Il a un comportement, peu importe lequel, et je dois comprendre quelque chose à travers ce comportement. Par exemple, ce comportement traduit le trouble du personnage. Il traduit également la colère. C'est donc donner du sens à ce comportement. À travers des indices dans le texte, je finis par comprendre ce que je dois dégager de ce comportement et surtout ce que je dois comprendre à travers ce comportement. Un autre mot-clé, et la liste est longue. De quelle période de leur vie les deux personnages parlent-ils surtout? Cette fois-ci, je remarque quand même, si vous faites attention, je remarque que les termes en eux-mêmes ne posent pas un problème. Et pourtant, il y a un mot qui est très très important dans cette question. Si je ne tiens pas compte de ce mot-là, je risque de répondre d'accord à la question, mais je risque de laisser passer l'important. Quand on me dit de quelle période de leur vie les deux personnages parlent-ils surtout, vous remarquez que c'est le surtout qui est le mot-clé. Parce que c'est vrai que les personnages parlent de leur vie, mais ils parlent de plusieurs aspects, de plusieurs choses, je dirais, pour simplifier. Mais de quoi parlent-ils surtout? Donc je ne dois dégager que le plus important. Voilà. Cette question-là, vous allez le comprendre, ressemble un peu à celle que nous venons d'analyser. Si on me demande, le poète a vécu et grandi en France. Qu'est-ce qui, dans le poème, exprime cependant la profondeur du lien qui l'unit à l'Afrique? Alors déjà, avec le qu'est-ce qui, je vais de nouveau transformer mon interrogative directe en phrase déclarative et poser ensuite la question. Donc dans le poème, il y a quelque chose donc dans le poème qui exprime la profondeur du lien qui unit le poète à l'Afrique. Le qu'est-ce qui, ça veut dire il y a quelque chose. Bien, quoi? Seulement bon, tous ces termes-là paraissent clairs et pourtant il y a un mot important que je dois surtout, il faut dire, je dois tenir compte de ce mot-là. Eh bien, c'est le mot cependant. Cependant, vous savez que là, je pourrais formuler la question autrement. Qu'est-ce qui... bon, il a vécu et grandi en France, et pourtant, il exprime... il y a quelque chose dans le poème qui permet de comprendre qu'il y a un lien très profond qui l'unit à l'Afrique. Le cependant, il faut en tenir compte parce qu'il oriente ma réponse. Et il m'aide. C'est donc aussi un mot clé dans la question. Voilà donc pour cette première partie. En principe, on a essayé de faire le tour d'horizon et essayer de voir un peu tous les mots importants que vous pouvez rencontrer dans les questions. Et ce sont des mots qui reviennent souvent. Alors bien entendu, vous les expliquez, oui, mais il y a également votre contribution, c'est que vous devez faire quand même attention et les retenir. Voilà donc pour cette partie. Et nous allons voir maintenant un autre point important.
il faut apprendre également à identifier les tâches à effectuer. Qu'est-ce qu'on appelle tâche? Il est vrai que dans une question, on peut, en principe, la question pourrait être simple. On me pose une question, mais il se peut que dans la question, il y ait quelque chose d'autre qu'on me demande. Alors, ce serait vraiment dommage de rater une question parce qu'on a oublié une tâche à effectuer. Si je prends la première question, le poème, on me dit, le poème est structuré en 2 parties. Bon, là, c'est une information. Délimitez ces 2 parties en vous référant à des indices précis. Là, je vous laisse le temps de deviner les tâches à effectuer. Combien de tâches je dois effectuer pour que ma réponse soit complète? Vous avez là délimité, le verbe est à l'impératif, généralement on ne risque pas de le rater, délimiter ces 2 parties en vous référant à des indices précis. Même si là vous avez cette forme verbale, cette forme du verbe en vous référant, eh bien c'est aussi une tâche qu'il faudrait effectuer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer tout d'abord par délimiter les 2 parties. Où commence la première? Où est-ce qu'elle finit? Où commence la deuxième? Où est-ce que ça se termine? Et puis, attention, je ne dois pas m'arrêter là, je ne dois pas oublier que je dois revenir au texte et relever les indices qui le montrent. Donc, il y a 2 tâches que je dois accomplir dans cette question. Je dois délimiter et en même temps revenir à mon texte et relever les indices qui le montrent. Bien. Prenons maintenant cette question. On me demande, alors tout d'abord, relever le champ lexical prédominant. Et puis juste après, il y a une question. Qu'en déduisez-vous? Vous pouvez deviner le nombre de tâches à effectuer. En principe, il y a des indices qui vous mettent sur la voie. Déjà, rien que le verbe à l'impératif. Relever le champ lexical prédominant. Qu'en déduisez-vous? Donc là, je vois bien qu'il y a 2 tâches. Mais attention, quand on dit 2 tâches, il arrive parfois que cette même tâche cache une autre. On me demande, d'accord, de relever le champ lexical prédominant. Oui, mais je vais commencer par le relever. Mais pas n'importe lequel, c'est celui qui est prédominant. Voilà aussi un mot-clé pour vous rappeler la partie précédente. Mais je ne vais pas uniquement relever, je vais également le nommer. Donc, le verbe relever paraît simple, relever le champ lexical, je vais relever les mots, bien entendu, mais après je vais dire c'est le champ lexical, un exemple, le champ lexical de la lumière, ou bien le champ lexical de la nature, c'est possible. Et puis, ce n'est qu'après que je vais répondre à la question, c'est-à-dire tirer les conclusions. Qu'en déduisez-vous? C'est-à-dire, finalement, quelles conclusions pouvez-vous tirer à propos de, après avoir relevé? Alors, faites très très attention pour ces tâches-là. C'est vrai que c'est important de le savoir, qu'une tâche peut cacher une autre. On me demande, d'accord, je le répète, de relever le champ lexical prédominant, mais également de le nommer. Pourtant, ce n'est pas dit. Alors faites très très attention quand on vous demande, quand on vous pose des questions sur le champ lexical. Il faut très très bien se dire que généralement, il ne s'agit pas uniquement d'un simple relevé de mots, mais il faut le nommer, ce champ lexical-là. Prenons la question suivante. Les interventions du narrateur se font essentiellement au moyen des comparaisons. Relevez 2 de ces comparaisons et expliquez-les. Dans cet exemple, il est facile de deviner le nombre de tâches à effectuer. Pour la simple raison, c'est que j'ai 2 impératifs qui me mettent sur la voie. On me demande tout d'abord de relever 2 de ces comparaisons et ensuite de les expliquer. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, voilà un mot-clé aussi, c'est de comprendre le sens de expliquer. Au fond, qu'est-ce que je dois faire? Si on me demande de relever, c'est une question de repérage. Je vais repérer mes comparaisons, je vais les relever, les noter donc. Et puis ensuite, je dois les expliquer. Mais expliquer, ça signifie expliquer comment fonctionnent ces comparaisons.
En d'autres termes, le mécanisme même de la comparaison. Il y a donc un comparé, un comparant, mais bien entendu, tout le travail important des comparaisons porte sur le point commun entre le comparant et le comparé. Voilà donc ce qu'on veut dire par expliquer. Alors voilà un autre exemple, et ce sera d'ailleurs le dernier de cette leçon. Si je lis par exemple cette question, cet article est structuré selon des indications temporelles précises. Relevez-les et dites ce qui caractérise chacune des périodes évoquées. Cette question comporte des mots-clés et en même temps je dois faire bien entendu au nombre de tâches que je dois effectuer. Déjà un des mots-clés, si on me dit par exemple indication temporelle, au lieu de dire indication temporelle, je pourrais dire indication de temps. Donc il y aura une indication du genre, par exemple on me précise l'année, on me précise le mois, mais généralement l'année dans le temps, donc je dois les préciser, mais également, alors pour ces indications-là, je dois tout d'abord les relever, et ensuite, voilà la deuxième tâche qui vous attend, dites ce qui caractérise chacune des périodes évoquées. Donc j'ai là deux tâches à accomplir. Tout d'abord, une question de repérage, je dois relever les indications temporelles, mais il faut déjà au préalable que je comprenne un peu à quoi renvoie le mot indication temporelle, et en même temps, je passe à la deuxième tâche, je dois voir et préciser, expliquer ce que chaque période évoquée, ce qu'elle a de particulier. Comment je l'ai compris, c'est à travers le verbe caractériser. Donc, et dites ce qui caractérise chacune. Alors, ça veut dire quoi chacune? Ça veut dire qu'il faut les prendre une à une, et non pas les prendre, je dirais, dans leur ensemble, les prendre une à une. Voilà donc pour cette question qui, c'est vrai, peut paraître simple, mais qui est quand même assez complexe. Et d'ailleurs, elle me permet de terminer la leçon. C'est la dernière question pour récapituler. Maintenant, il faudrait un peu revenir un peu en arrière et se dire qu'est-ce que je dois retenir d'une pareille leçon, d'une telle leçon. C'est vrai qu'il arrive parfois qu'on comprenne un texte, mais les questions qu'on m'a posées me semblent difficiles à comprendre. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, si la tournure interrogative me pose problème, il y a un moyen pour franchir cette première difficulté. Je transforme en phrase déclarative et ce n'est qu'ensuite que je pose la question. Si maintenant il y a des mots-clés, on a essayé à travers les exemples de les réunir, bien entendu, certainement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a certainement des mots, peut-être des mots-clés qu'on a oubliés. Mais dans l'ensemble, on a essayé de réunir tous les termes que vous pouvez rencontrer dans les questions de compréhension. Là, il faut faire un effort, bien entendu, c'est de les retenir. Dernier point, on peut, et ce serait dommage, on peut rater une question parce qu'on a oublié d'accomplir une tâche. Et c'est vrai qu'il y a des tâches claires et nettes, c'est vrai que les impératifs sont là pour me les expliquer, enfin m'orienter, mais il y a des tâches quand même, je dirais, implicites. Quand on me demande de dire, c'est qu'il faut voir ce que cache cette tâche. Dire, c'est expliquer, il faut comprendre également les mots. Quand on me demande